Les éléphants espoirs ont bien débuté le tournoi Challenge U23 Morocco hier en disposant du pays hôte, le Maroc, sur le score de 3-2 côté ivoirien. On note 2 buteurs, à savoir Moïse Saïdion et Konaté Karim, qui s'est fondu d'un doublé dans un but sur penalty, tout simplement. Alors, Henri Joël Bois, les U23 ivoiriens n'ont pas tremblé face au pays organisateur pour ce match d'ouverture, ce tournoi-là, initié par la Fédération royale marocaine. Un petit commentaire. Ils ont un peu tremblé, parce qu'ils menaient au score déjà 2-0 après 15 minutes. Après, ils se sont fait rejoindre au score par les Marocains avant de prendre l'avantage avec ce dernier but de Konaté Karim. Donc, ils ont un tout petit peu tremblé. Mais il faut quand même mentionner que c'est un très bon résultat pour eux dans l'entrée de ce tournoi. Une bonne équipe parce que déjà, il y avait de bonnes individualités. Il faut le signifier, Datro, Konaté Karim, Nguessan Jean, ces joueurs que nous avons vus, pour certains qui sont partis de notre championnat, parce qu'on l'évoque, on ne le dit pas assez, notre championnat quand même regorge de beaucoup de talent, et ces joueurs dont je vais les citer, les noms-là sont partis de notre championnat, et aujourd'hui, présents dans cette sélection-là, vraiment, ils ont montré de très belles choses, et surtout la capacité de pouvoir revenir gagner un match, même quand ils sont en difficulté, parce que, comme je le disais, ils se sont fait rejoindre au score. Maintenant, ce qui me chagrine un peu, c'est que celui qui a fait la sélection de l'équipe se trouve à Bouaké, pendant que l'équipe même se trouve du côté du Maroc. Ouais. Comment ça peut s'expliquer? Pour l'instant, il n'y a pas eu de communication. Ou peut-être s'il y a eu communication, nous n'avons pas été informés, mais il n'y a pas eu de communication en son sens. À mon niveau, j'ai pas saisi cela. Et je trouve cela vraiment incompréhensif, quoi. Voilà, on peut pas, un sélectionneur ne peut pas sélectionner des joueurs, ne peut pas appeler des joueurs pour un tournoi et lui-même n'étant pas présent. Voilà, se laisse remplacer par un autre. D'accord, et vous faites bien de signaler cela. Avant, bien sûr, de refermer notre focus, nous allons prendre l'avis un tout petit peu des autres consultants sur la question. Begreyago, vous qui êtes un ancien footballeur, vous avez été coach, vous l'êtes vous-même, oui. Voilà. Ce genre de tournoi est-il le bienvenu pour jauger le niveau des joueurs qui frappent à la porte des éléphants? Oui, bien sûr, surtout voir les talents que nous avons. Quand tu regardes ce potentiel des éléphants de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de joueurs vraiment intéressants. Maintenant, comme je dis, il faut travailler au niveau mental. On mène 2-0, on se fait rattraper. Pour moi, je pense aujourd'hui qu'il faut travailler au niveau mental. C'est la peur du football ivoirien. Sinon, c'est un tournoi important, c'est un tournoi qui est bien, surtout pour les entraîneurs, de jauger de la qualité de ce vivier extraordinaire qu'a la Côte d'Ivoire, qu'a le Maroc, tous ces pays qui sont à ce tournoi Challenge Morocco. Pour moi, la Côte d'Ivoire a les hommes, a les moyens d'aller au bout. À nous maintenant d'organiser notre football, à nous de nous projeter avec cette génération extraordinaire. Comme vous voyez, Konaté Karim, John Saïd Moïse, vous avez, comment on l'appelle, Datro, il y a Nguessan, il y a Brahim Ouattara. C'est un potentiel extraordinaire. Si d'ici 2 ans, 3 ans, on ne retrouve pas ces jeunes en équipe première, ce sera vraiment difficile. Ça a été la preuve avec nous en 2019. Aujourd'hui, les rares de ceux qui sont aujourd'hui dans l'équipe première, c'est Sangaré et Kessie seulement. Ça veut dire qu'il faut commencer à travailler pour que cette génération se retrouve en équipe première pour progresser rapidement. D'accord, nous allons poursuivre notre focus, mais pour l'instant, la connexion est bonne entre Abidjan et Bouaké. Nous allons donc retrouver Guy Orlus pour avoir des nouvelles fraîches, justement, en provenance du BEC. On parlera bien sûr de la conférence de presse animée par Jean-Louis Gasset. Bonsoir Guy Orlus, comment allez-vous ? Bonsoir Jean-Baptiste, je vais super bien, je suis dans le Bouaké et précisément à Bouaké, à l'entrée VIP du stade de Bouaké. D'accord, alors vous avez assisté à cette conférence de presse de Jean-Louis Gasset. Globalement, que devons-nous retenir ? On retient tout de suite que les journalistes attendaient de rebondir sur cette absence de 2 joueurs essentiels à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Seko Fofana d'un côté et Wilfried Zaha. Ils ont tous posé des questions et insisté sur cet aspect-là. Et de l'autre côté, on a un entraîneur qui est confiant, protecteur, un peu sur le bord. On a pu le constater, aucun joueur n'a été observé sur la table de conférence. D'accord, allez, pour revenir sur les absences de Seko Fofana et aussi de Wilfried Zaha, quelles sont les explications que le sélectionneur a données, a fournies ? D'entre deux jeux, je vais vous donner un propos approximatif. Il a utilisé ce propos.
j'ai besoin de joueurs compétents en championnat. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'on a observé un Seko Fofana titulaire avec son équipe face à Angers. Il a même été buteur. C'était un peu paradoxal. On essaie de rebondir sur la question. Et il a par la suite fait comprendre qu'il a échangé avec Wilfried Zaha et Seko Fofana. Et d'un commun accord, ils ont décidé bien sûr de ne pas les convoquer pour cette fenêtre. Et c'est clair qu'il va le faire appel pour les prochaines fenêtres à venir. D'accord, c'est noté. C'est vrai qu'en plateau ici, on essaiera de creuser un tout petit peu. Les éléphants ont effectué leur dernière séance d'entraînement, j'y arrive aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu un soupçon côté 11 de départ ? Bien, on attendait tous d'avoir ces joueurs-là qui seront alignés demain pour cette confrontation face au combat. Mais malheureusement, pas. Il était difficile. Comme je l'ai dit, Jean-Luc Garcé est très protecteur. Eh bien, nous, on a pu assister à quelques séances d'entraînement. Et dans les propos de Jean-Luc Garcé, on a observé qu'il était très content de retrouver un Sébastien Haller qui était absent depuis un certain moment parce qu'on a observé que le classement des buteurs sous l'ère Garcé a été dominé par des milieux de terrain. Sangare Ibrahim est d'ailleurs le meilleur buteur de cette sélection, Souley Gassé avec 4 réalisations. Donc il a fait savoir que le retour de Sébastien Haller allait beaucoup apporter. Et bien sur le terrain, on a observé un duo lors de cette séance d'entraînement, un duo composé de Max Gradel et Sébastien Haller, ce qui a un peu surpris. Une belle complicité, des échanges de balles, des essais de tirs au but. Et après, c'est ce qui nous a le plus marqué. Et puis un autre aspect qui est très important, Badra, Sangare, Badra, Ayaï Foli, Ira Tapé étaient tous dans leur secteur s'entraîner. On sentait une très belle harmonie et c'est bien sûr ce que Jean-Luc Garcé a fait savoir lors de sa séance de conférence de presse. Il met l'accent sur la complicité, un moral qui est haut pour pouvoir fonder son équipe et il a même attiré l'attention des journalistes. Il appelait les journalistes à travailler dans le sens de la motivation de ces joueurs et on va dire, attirer le regard de la population sur l'aspect positif côté éléphant de Côte d'Ivoire et d'éviter de se ponctuer sur les spéculations. Allez, avec vous, nous avons effectué, enfin, on a fait un tout petit peu le tour de tout ce qui a été fait aujourd'hui. Mais Orlus, côté mobilisation, comment s'organise la population de Bouaké pour aller soutenir les éléphants dans ce joyau architectural, dans ce stade entièrement réhabilité ? Eh bien, c'est la coutume. Moi, je connais très bien cette ville de Bouaké. Depuis 2014, à chaque rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est une population qui, au premier abord, un peu réticente, un peu concentrée sur ses activités. Mais au dernier moment, il faut s'assurer qu'on a un rang qui part du quartier Ngatakro jusqu'à la limite du feu de l'Amadone. C'est dit déjà qu'ils sont intéressés par les rencontres des éléphants de Côte d'Ivoire, mais ils attendent le meilleur moment. Et c'est très chaleureux de les avoir sur la ligne pour entrer dans le stade de la paix de Bouaké. Donc c'est clair. Au regard des propos qu'on a pu entendre des supporters des éléphants, de la population de Bouaké, parce qu'on a fait un tour dans la ville pour des micro-trottoirs. Ils nous ont fait savoir qu'ils seront là pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire, puisque ça fait un moment qu'ils n'ont pas vu des éléphants dans cette enceinte-là. Et puis retrouver ce stade de la paix de Bouaké, c'est un véritable plaisir pour eux. Donc on s'attendra forcément à un fort public demain ici au stade de la paix de Bouaké. D'accord, merci beaucoup Guy Orlus, excellente soirée à vous. On n'oublie pas Béatrice Nicole Kouadio qui est avec vous pour le compte de la 3. Allez, on espère vous retrouver demain dans notre plateau d'avant-match pour avoir d'autres nouvelles fraîches en provenance bien sûr du Béquet, de Bouaké plus précisément. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et bien sûr avant de toucher la sélection A, bien sûr on parle des U23 qui sont en ce moment au Maroc. Ils participent à un tournoi organisé par la Fédération royale marocaine de football tout simplement. On a parlé un tout petit peu de Konaté Karim et des autres. Côté performance, victoire de la Côte d'Ivoire 3-2 en match d'ouverture tout simplement de ce tournoi Morocco Challenge U23. Allez, parlons encore une fois de Konaté Karim qui a inscrit un doublé, un but sur pénalty, un autre au cours du jeu. Que vous inspire tout simplement sa marge de progression, Martial? Je pense que c'est un joueur talentueux. Il a démontré lorsqu'il évolue en Côte d'Ivoire à la SEC Mimosa. Il a fini meilleur buteur de la saison du championnat. Et aujourd'hui, il est allé à l'extérieur. Et donc c'est un joueur. J'ai eu quelques informations depuis le Maroc. On a dit qu'il a fait vraiment un match remarquable, surtout dans l'axe. Il a créé vraiment des misères aux défenseurs adverses et que
n'eût été quelques petites maladresses par moment, le Maroc aurait dû prendre vraiment un gros score. Donc je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. La Côte d'Ivoire peut compter sur ce joueur et c'est la preuve qu'il y a un vivier, il y a du talent dans le football ivoirien et on espère qu'il va poursuivre sur sa lancée. Voilà, et là, vous avez les images de son penalty qu'il a transformé tout simplement et on voit derrière tous les autres joueurs aller célébrer ce but de Coca. Alors, derrière, Begré-Yago, Konaté Karim incarne-t-il aujourd'hui l'avenir de la sélection ivoirienne? Oui, mais c'est quelqu'un qui était déjà en sélection à la Coupe d'Afrique. Et donc, pour moi, c'est un des cadres de cette équipe de U23. C'est un joueur qui prend de la profondeur. C'est un profil vraiment que nous n'avons pas en Côte d'Ivoire, de vitesse, de profondeur, un peu comme Mbappé. Donc, c'est un joueur que nous avons à l'œil. C'est quelqu'un qui va forcément progresser du côté de Strasbourg. Pour moi, il faut laisser le temps de grandir. Il faut laisser le temps de se développer footballistiquement en tant qu'homme. Et quand il retrouvera toutes ces vertus-là, pour moi, le futur, c'est vraiment Konaté Karim. D'accord. Henri-Joël Bois, à côté de lui, beaucoup ont découvert tout simplement Moïse Saï Dion, tout simplement, qui a fait mal à l'Olympique de Marseille en Coupe de France, match que nous avons diffusé ici même. Un commentaire sur ce jeune joueur? Déjà, après ce match face à Marseille, il y avait beaucoup de spéculations concernant peut-être son choix de sélection, parce que certains on le voyait avec l'équipe de France comme ça se fait pour d'autres. Donc on attendait du côté de la Côte d'Ivoire, on espérait aussi la voir, heureusement, que voilà, on réussit à le faire venir avec les U23. Vous l'avez dit, dans ce match face à Marseille, avec son équipe de Annecy, ils ont été dans un premier temps dominé par l'Olympique de Marseille, mais c'est lui qui sonne la révolte, puisque il a été buteur dans ce match face à Marseille. Ensuite, il montre une belle copie, et derrière, avec les U23 pour son entrée dans cette sélection, dans cette catégorie avec le maillot orange, il marque un but. On ne peut pas rêver mieux pour un joueur qui vient en sélection. Et déjà, avec ce qu'il vient de faire, tout de suite, on voit des progressions, on voit peut-être, on se projette pour l'avenir. Mais il ne faudrait pas, comme Begré l'a dit, il ne faudrait pas tout de suite brûler les étapes. Pour un jeune joueur comme lui, il faut le laisser avec cette catégorie. Malheureusement pour nous, nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans, ce qui peut-être nous pouvait permettre à la Côte d'Ivoire de jouer les JO. On a une très très belle sélection, mais bon, on va se contenter quand même de ces rencontres amicales pour pouvoir créer un groupe, parce que la majorité de ceux qui sont présents là, pour certains, ont 19, 18, 20 ans. Donc, ce qui veut dire que d'ici 3 années, on peut encore les retrouver avec cette équipe Espoir pour prétendre à une autre qualification, ce qui concerne cette catégorie de jeunes. Donc, voilà, on espère qu'ils seront là, qu'ils vont bien progresser. Et lui, à son niveau, on espère qu'il va franchir un cap avec son équipe de Annecy. Déjà, il fait une bonne saison. Pourquoi ne pas le retrouver peut-être la saison prochaine du côté de la Ligue 2 et pourquoi pas peut-être la Ligue 1 française pour véritablement donner une très bonne marge de progression à ce jeune joueur. Donc voilà, nous sommes heureux de l'avoir et surtout nous sommes très heureux de son bon début avec l'équipe Espoir. Oui, c'est un très bon joueur. Joueur, il a tout dit, formé à fait football élite du Mansi Camara et Seran Diabaté. C'est un vrai Renan de Sufa, un joueur intelligent qui a été transféré du côté de Strasbourg. De Strasbourg, il a été prêté à Annecy. C'est un joueur extraordinaire sur lequel compte beaucoup son club. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut former. Quand on forme, forcément, on récolte. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire récolte ce qu'elle n'a pas formé, parce qu'il a été formé du côté du Mali. Mais c'est un joueur extraordinaire, un Renan de surface. Marseille ne l'oubliera pas de sitôt. On a retrouvé quelques joueurs qui évoluent ici, en championnat, ou autre Patrick. C'est vrai que Djiré Abdoulaye n'a pas joué ce match-là. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette entrée réussie pour les U23? Écoutez, le tournoi en lui-même est une très bonne chose. Ce n'est pas tout le temps qu'on a un tournoi qui permet aux U23 de s'exprimer. Donc le tournoi en lui-même, il est une très bonne chose. Deuxièmement, on fait un très bon match face au Maroc, qui, sur ces dernières années, quand même, fait partie de l'un des meilleurs footballeurs sur le continent. Donc le résultat, il est très, très bon. On a mené 2 fois, donc c'est important. Et puis, maintenant, ce type de tournoi, il est bon parce qu'il permet à nos garçons de se frotter régulièrement et de monter ensemble pour représenter plus tard la relève en ce qui concerne les A.
c'est exactement ça qui fait la force des sélections sur le continent européen. Les garçons se retrouvent chez les U15, chez les U17, chez les U19, etc., etc. Donc plus tard, quand ils se retrouvent en grande compétition du type Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde, eh bien, ils sont performants parce que les garçons se connaissent depuis de nombreuses années. Et ça, c'est très bien. Maintenant, les garçons comme Konaté, Karim, Datro, Fofana, pur produit du football local aujourd'hui en Europe, dans cette formation, c'est une très très bonne chose de voir ces jeunes garçons se préparer aussi bien, de monter progressivement. Il y a beaucoup de qualités à l'intérieur. Tout le monde a parlé de Konaté Karim, le petit Dion révélé au Mali, qui aurait pu jouer pour le Mali, hein, parce qu'il a été formé au Mali. Ensuite, il est l'un des meilleurs buteurs de son club, Annecy, du côté de la France. Il avait cette sélection, il marque un but, son intégration est parfaite. Oui, il y a des signaux très intéressants par rapport à ce groupe. Sur ce qu'on a appris, il semble qu'il y a beaucoup quand même c'est plus un groupe de U20 qu'un groupe de U23. Il y a quelques garçons de U23, mais c'est plus un groupe de U20. Mais tout ça, c'est bien, c'est intéressant. Qu'ils continuent de progresser, l'avenir leur appartient. Et puis, bon, on est très content de ce résultat. Maintenant, il faut confirmer sur la suite de la compétition. C'est ça. Et justement, le calendrier, hein, nous allons vous le proposer dans les prochaines secondes. Martial. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est très bien que la Côte d'Ivoire renoue avec cette tradition des tournois internationaux, parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu la Côte d'Ivoire à ce niveau. Et donc, comme il l'a dit, le groupe est composé essentiellement de joueurs de 18-19 ans. Il y a quelques joueurs qui ont 20 et un peu plus. Donc, après ce tournoi, ils vont se retrouver à Toulon, ils vont se retrouver également à Montaigu. Donc, je crois que déjà la fédération prépare les éliminatoires de la prochaine CAN des U23. Donc, c'est dans cet esprit-là que cette équipe U20 participe à ce tournoi de U23 et qui est coaché par l'entraîneur et le directeur technique national qui s'occupe de l'équipe U20. D'accord, Henri Joël. Il faut quand même saluer aussi la formation du Racing Club d'Abidjan, parce que dans cette sélection, vous avez 4 joueurs issus du Racing Club, Djiré, vous avez Nguessan Jean, vous avez Ngouran en défense et vous avez Zohri Amel au niveau latéral droit. Donc aujourd'hui, on a parlé de formation, mais il faut saluer aussi cette très bonne formation du Racing Club d'Abidjan qui quand même a 4 joueurs dans cette sélection. Et puis vous avez évoqué le cas de Djiré, parce que quand son aîné Nguessan Jean est dans le milieu de terrain, on ne peut pas forcément l'avoir lui, mais il a observé, il était là, il a suivi le match. Et je pense que souvent, ce sont ces genres de sélections qui permettent à ces jeunes joueurs-là de franchir des caps. C'est vrai, peut-être qu'il ne joue pas, mais aux entraînements, il a l'occasion quand même de se frotter à ses aînés. Et moi, j'ai été très heureux de savoir qu'il était là-bas, parce qu'il y a un garçon qui est passé dans le même club comme lui, Nguessan Jean, qui était présent ici, forcément, avec qui il va échanger, forcément, le contact va se créer. C'est ça. Henri Joël Bois l'a évoqué. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, messieurs, le sélectionneur des éléphants espoirs, Faye Emers, n'a pas effectué le déplacement au Maroc. Quelle appréciation faites-vous de cette absence, Martial? Bon, selon les informations que j'ai reçues depuis le Maroc, c'est que Faye Emers est l'entraîneur de l'équipe U23. Mais la Côte d'Ivoire est dans une période charnière. Il faut rappeler que Faye Emers est quand même l'un des adjoints de Jean-Louis Gasset. Et cette fenêtre FIFA du mois de mars, c'est une fenêtre qui permettra à Gasset et à ses adjoints de mieux observer, parce qu'à partir de ce mois, la prochaine fenêtre FIFA, la Côte d'Ivoire va lancer sa préparation de la CAN à domicile. Donc c'est pour cette raison que Faye Emers est resté avec l'équipe A, parce que Jean-Louis Gasset aura besoin de son avis. Mais l'autre information, c'est que c'est lui qui a fait la sélection, et depuis hier, c'est lui qui a fait le classement avec les informations. À partir de à distance? Oui, bien sûr, à partir des informations qu'on lui a données. Donc il suit attentivement cette équipe, et donc il est présent. Il est absent, mais il est présent. Donc voilà un peu les raisons qui m'ont été données depuis le Maroc. D'accord. Bon, j'ai entendu ça aussi. Hein. C'est plus un groupe de U20 que de U23. Donc on a mis le DTN qui lui est en train de faire un programme avec les U20. Voilà, qui avait fait un programme. On a relancé le championnat de U20, donc qui est en train de faire un programme avec les U20. On a préféré l'emmener. Faye Emers va rester auprès de Gasset pour qu'ensemble, puisqu'il est son adjoint, pour qu'ensemble, ils mettent sur pied la mouture définitive de l'équipe qui pourra aller à la CAN. Bon, mais je dis quand même, ce travail-là avec Gasset, on peut le faire un peu plus tard, après le match des éléphants. C'est vrai que je trouve vraiment embêtant que le sélectionneur des U23 ne soit pas à une compétition à laquelle participent les U23. Puisque lui-même, il a besoin également, il a besoin d'abord,
de jouer beaucoup avec son groupe, ce qui n'est pas le cas. Il a besoin d'être auprès de ses joueurs pour les connaître et préparer, etc., etc. Donc lui aussi, il a le droit, il est en mesure, il devrait plutôt être avec son groupe, travailler comme Gassé fait avec son groupe, plutôt que de rester à distance et de faire un travail. J'ai eu ces explications, mais j'ai dit qu'elles ne sont pas convaincantes. Sa place, d'abord sa première place, c'est auprès des U23. Ensuite, un travail par intermittence, en fonction de sa tâche à la U23, auprès de Jean-Luc Gassé. C'est ce qui me paraissait le plus logique. Bon, maintenant, ils ont décidé de fonctionner ainsi. Ce n'est pas, à mon avis, un très bon fonctionnement. Maintenant, si ça donne des résultats, c'est bien, mais ce n'est pas un très bon fonctionnement. D'accord, Begré Yago. Je n'ai même pas envie de parler de ça parce que ce n'est même pas professionnel. En réalité, vous êtes entraîneur de U23. Il n'y a pas de pression pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà qualifiés. Donc, pour moi, il doit suivre son équipe, il doit suivre ses joueurs, avoir la bonne connexion, la bonne alchimie entre son équipe et lui. Bon, maintenant, s'il a eu cette dérogation du président de la fédération pour aller soutenir Gassé, mais je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce groupe-là est le futur de la Côte d'Ivoire. C'est un challenge vraiment important. C'est là où on attend. La police n'est pas qualifiée pour les JO. Il a un défi à relever. S'il doit encore aller chez les A, pour moi, ça pose problème. D'accord. Henri Joël, pour boucler, c'est vrai qu'on a eu un petit bout de votre avis. Vous avez dans cette équipe quand même le futur, il a parlé de futur. Vous avez Otro Patrick qu'on voit comme peut-être futur numéro 9 de l'équipe de Côte d'Ivoire. Vous avez Konaté Karim dans le même registre. Vous avez Nguessan Jean. Vous avez Ouattara Brahima. Et encore, il y avait Gagon Parfait qui était convoqué dans cette sélection. Malheureusement, il s'était blessé au dernier moment avec son club. Donc je lui ai dit aujourd'hui que c'est la réserve, en quelque sorte, de l'équipe A. Donc, normalement, cette réserve devait avoir son patron, puisque c'est lui qui a fait sa sélection. Mais bon, OK, au niveau de la fédération, ils ont leur manière de fonctionner qui, pour moi, cette manière est nouvelle. Bon, on va essayer de suivre et puis on va voir ce que ça va donner. D'accord, allez, nous vous proposons maintenant le calendrier de nos éléphants U23 avant de marquer une courte pause. Voilà, Maroc-Côte d'Ivoire, ça a été déjà joué, c'est le mercredi 22 mars 2023, victoire de nos U23, 3-2. Le vendredi 24 mars 2023, Côte d'Ivoire-Ouzbékistan, 21h GMT au complexe Prince Moulay Abdellah, tout simplement. Et le lundi 27 mars 2023, Côte d'Ivoire-Togo, même heure. Et ça sera cette fois-ci au complexe Mohamed VI. Et c'est au Maroc. Marquons une pause, on revient dans quelques minutes.